Imaginez un phénomène linguistique si important qu'il a à lui seul contribué à transformer une langue en une multitude de langues. Vous l'aurez peut-être compris, c'est du passage du proto-slave aux versions historiques des langues slaves que je vous parle. Et le phénomène en question, nous en avons déjà parlé ici, c'est la contraction, et il a eu lieu au tournant de l'an 1000. Ce phénomène est très simple à expliquer. En gros, une séquence de type voyelle-voyelle, suivant une consonne, se contracte en une seule voyelle longue. Et la voyelle qui devient longue, c'est généralement la deuxième de la séquence d'origine. Aussi simple que cela puisse paraître, la complexité de son développement vaut que l'on s'y intéresse. Car on a parfois tendance à oublier que pour qu'un phénomène linguistique ait lieu, il faut qu'à un moment donné, les locuteurs d'une langue trouvent plus facile ou plus naturel de parler d'une façon légèrement différente. Cette légère modification peut ne pas se fixer dans la langue et dans ce cas, les générations suivantes reviennent à la façon d'origine de parler. Ou alors, cette légère modification peut se fixer dans la langue et parfois en entraîner d'autres, qui peuvent à leur tour entraîner d'autres modifications encore au fil des générations de locuteurs, et ainsi de suite jusqu'à provoquer un ensemble de changements considérables. Et dans le cas de la contraction, les deux scénarios sont vrais. C'est à l'est de ce qu'est aujourd'hui la République tchèque que les choses ont vraiment commencé, et c'est sur le territoire linguistique tchèque que les changements sont allés le plus loin. Ici, c'est d'une série de 6 types de changements consécutifs dont il est question, chaque phase correspondant plus ou moins à une génération de locuteurs. Avec le temps, ces types de changements se sont répandus autour de la zone linguistique tchèque, avec une génération de retard pour les régions les plus proches, 2 pour les régions un peu plus éloignées, et 3 pour les régions plus éloignées encore. L'implémentation de ces nouveautés a perdu en intensité à mesure que l'on s'éloigne de l'épicentre tchèque, et n'a que peu ou pas concerné les langues slaves les plus éloignées géographiquement. Alors, pour être plus précis, la première phase concerne toute l'ère slave, et ce n'est qu'avec la deuxième que le phénomène s'ancre au niveau de l'ère linguistique tchèque. Et là, on voit déjà comment de nombreuses langues ont pu se développer sur la base d'une seule langue d'origine. Chaque région slavophone ayant adopté un degré de contraction différent, les bases sur lesquelles les langues se sont développées par la suite étaient différentes d'une région à l'autre. La première phase, on l'a dit, a concerné toutes les régions slavophones, et c'est parce que le changement effectué était si minime, si naturel, qu'il en était devenu inévitable. Ce changement est de nature phonétique. En gros, à chaque fois que 2 phonèmes proches du son I entouraient un Y, alors il s'est contracté en I long, en I. 4 phonèmes étaient concernés. Le I dur, que l'on note ici avec un Y, le I mou, que l'on note avec un I normal, le yer dur et le yer mou. Les yer étant à la base des sortes de I ultra courts, prononcés 2 fois moins longtemps qu'une voyelle normale. Alors il pouvait y avoir des petites différences de prononciation entre les versions dures et molles de ces phonèmes, mais ici peu importe, tout cela s'est contracté en I long. La différence entre les phonèmes durs et mous était due au fait qu'en proto-slave, une syllabe pouvait être soit dure, soit molle. C'est-à-dire que le couple consonne-voyelle d'une syllabe était constitué de 2 éléments qui étaient soit durs, soit mous. Ce n'est pas l'objet de la vidéo que d'expliquer ce système, et ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout ici. Nous reviendrons sur le sujet dans une vidéo future. Ce qui vous donne d'ailleurs une bonne raison de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le résultat de la contraction, dans cette première phase, a conservé cette logique. Le I devenu long est resté dur dans le cas des syllabes dures et mou dans le cas des syllabes molles. Dans les langues les plus éloignées du tchèque, on en est resté là, mais en tchèque et dans les langues l'entourant, les choses sont allées plus loin. En effet, cette première phase a créé les conditions pour que les locuteurs de l'aire géographique tchèque ressentent le besoin de contracter d'autres séquences. Les séquences où les voyelles de part et d'autre du Y étaient identiques. Logiquement, c'est dans une version longue de ces voyelles que la séquence se contracte. Ici, cela ne va plus tout à fait de soi car la différence de prononciation avant et après la transformation s'entend clairement, mais les deux versions restent malgré tout assez proches phonétiquement. En effet, les transformations de la première phase sont à peine perceptibles à l'oreille. Entre I et I, la différence de prononciation est minime. Mais si l'on prend le résultat de la deuxième phase,
la différence est déjà bien plus marquée. Par exemple, entre aya et aha, on s'aperçoit qu'il y a eu une véritable transformation. Cette deuxième phase est dite phonologique et se crée par analogie avec les changements de la première phase partout où les séquences concernées existaient, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont toutes restées contractées dans le temps. Cette contraction concerne donc ces séquences dans tous les types de mots, mais il y en a certains où elle a mieux pris que dans d'autres. C'est surtout le cas des adjectifs dits longs, dont l'intégralité des désinences, c'est-à-dire des terminaisons, se termine par une séquence voyelle-ye-voyelle. À l'issue de ces deux premières phases, on a par exemple dobri qui s'est contracté en dobri, ou au féminin dobraya qui s'est contracté en dobra. Et vous l'aurez peut-être compris, ces phases de contraction pourront aller de plus en plus loin parce que le besoin de convertir les paradigmes, c'est-à-dire les modèles de déclinaison des adjectifs dans leur intégralité, se fera ressentir. Et on le voit, il reste dans le paradigme adjectival un grand nombre de séquences voyelle-ye-voyelle en attente de contraction. C'est ce que va résoudre en partie la troisième phase, en contractant des séquences où les voyelles de part et d'autre du ye sont certes différentes, mais toutefois encore proches phonétiquement. J'attire votre attention sur la séquence oye, que l'on retrouve par exemple ici dans la forme dobroye, du neutre singulier au nominatif. Elle se contracte généralement normalement, c'est-à-dire en L long, sauf dans les langues slaves du Sud où elle se contracte en O long. Cette phase est dite morphonologique. C'est-à-dire que c'est une phase qui a commencé dans la suite logique de la précédente sur des bases phonologiques et qui s'est ensuite développée pour des raisons plutôt morphologiques. La principale motivation étant désormais de rendre cohérents les morphèmes correspondant aux désinences, c'est-à-dire aux terminaisons des adjectifs. Mais les adjectifs ne sont pas les seuls à être concernés ici. C'est aussi le cas de certains verbes, dans la mesure où les terminaisons verbales impliquent également, souvent, à l'origine, des séquences de type voyelle-ye-voyelle, dans lesquelles les deux voyelles sont proches. Comme par exemple pour le verbe umieti, qui veut dire savoir, et qui se conjugue avant contraction en umieye, et devient après contraction umie. C'est enfin le cas des possessifs, comme moya, qui s'est contracté en ma, ou moyego, qui s'est contracté en meego, et ainsi de suite. Cependant, pour les possessifs, la contraction ne se fixera qu'en tchèque, et cela seulement partiellement. Aujourd'hui encore, en tchèque, il est possible de choisir entre une version contractée et une version non contractée de certaines formes de ces possessifs. La quatrième phase s'inscrit encore une fois dans la suite logique de la troisième. Elle est appelée phase morphologique dans la mesure où les voyelles de part et d'autre du ye sont trop différentes pour pouvoir être contractées pour des raisons de proximité sonore. Et pourtant, les voyelles trop éloignées phonétiquement les unes des autres résistent encore dans cette phase à la contraction. Vous l'aurez compris, cette phase contribue activement à contracter d'autres désinences encore, que ce soit pour les adjectifs longs ou pour les verbes. C'est ainsi qu'à partir des formes verbales conjuguées de type padaye, du verbe padati qui veut dire tomber, on se retrouve avec une nouvelle forme contractée, pada. Et oui, ici, exceptionnellement, c'est la première voyelle de la séquence qui s'est contractée. Dans la cinquième phase, vous vous en doutez peut-être, on oublie toute considération de proximité phonétique entre les voyelles et on contracte pour compléter un peu plus encore les différents paradigmes. Il s'agit de la phase dite morphologisée. Ici ne sont concernées que les séquences voyelle-ye-voyelle où il est logique de contracter. Elles ne concernent que certaines situations où la contraction complète un paradigme. C'est pourquoi une séquence de type ouye est contractée dans la déclinaison adjectivale, comme avec dobrujemu qui devient dobremu, mais pas dans les modèles jusqu'ici non contractés comme pour la catégorie de verbes qui se conjuguent sur la base de cette même séquence en ouye. Comme par exemple pour le verbe vierovati, qui veut dire croire, et qui se conjugue toujours aujourd'hui sur des formes de type vieruje. C'est la phase qui va le plus loin dans cette logique de contraction de voyelles différentes, ce qui ne veut pas dire que toutes les séquences des paradigmes concernés sont contractées. On l'a vu dans le modèle adjectival, le datif et le locatif singulier du féminin restent non contractés. Et ce sera également le cas des paradigmes verbaux à la première personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Et là, on pourrait se dire que la boucle est bouclée. Pour contracter, on est parti de logiques de sonorité proches, on a continué avec des logiques d'harmonisation de morphèmes,
et on a poussé cette logique jusqu'au bout, quitte à se détacher entièrement de considérations phonétiques. On a créé de nouveaux paradigmes qui se différencient en tout point des paradigmes du proto-slave. À quoi pourrait donc ressembler une sixième phase, puisqu'il n'y a plus rien à faire? Et pourtant, une sixième phase, il y en a une, mais elle repart dans des motivations phonétiques jusqu'ici laissées de côté. Cette phase s'appelle la phase des iers. En effet, elle concerne les séquences voyelles voyelles non contractées jusqu'ici, dans lesquelles la première voyelle est un ier. Souvenez-vous, les iers, voyelles discrètes et 2 fois plus courtes que les voyelles normales en proto-slave, ont déjà été massivement absorbées dans les contractions des phases précédentes. Cette sixième phase va en fait principalement venir contracter un paradigme substantival jusqu'ici laissé de côté par la contraction, dans la mesure où il a résisté aux premières phases et que les phases suivantes ne visaient plus qu'à compléter des modèles déjà partiellement contractés. Il s'agit du modèle de substantif neutre mou, que l'on peut représenter par exemple avec le substantif pokolienieye qui s'est contracté en pokolienie. Les iers étant présents dans toutes les désinences d'origine de ce paradigme, le modèle s'en retrouve entièrement contracté. Cette phase est loin d'être anecdotique car elle met en évidence un fait majeur. Dans un nouveau système où des voyelles courtes alternent avec des voyelles longues, il n'y a plus vraiment de place pour des voyelles ultra courtes du proto-slave que sont les iers. Cette dernière phase va donc elle-même devenir le déclencheur d'un autre phénomène important dans l'évolution des langues slaves, celui de la disparition des iers, puisqu'il en restait encore beaucoup indépendamment des séquences voyelles. Et cette disparition des iers, elle est décrite par la loi de Havlik, dont nous avons déjà beaucoup parlé sur notre chaîne. Ce n'est donc pas par hasard que la contraction comme la disparition des iers soit liée à la zone linguistique tchèque, zone qui, par sa centralité dans la géographie des langues slaves, a permis à ces phénomènes de se répandre loin et de porter un coup de semonce à l'unité linguistique slave que représentait le proto-slave. La contraction a donc complètement remis en question l'équilibre phonologique du proto-slave, en raccourcissant les mots, en créant un nouveau type de voyelle, ou encore en venant amorcer la disparition des iers. Et les conséquences de la contraction sont encore nombreuses. L'une d'entre elles concerne l'accent tonique. Le proto-slave est une langue dont l'accent tonique est dit mobile, c'est-à-dire que d'un mot à l'autre, celui-ci peut se trouver sur des syllabes différentes. La contraction, en supprimant des syllabes, a bien souvent provoqué un rapprochement de l'accent vers le début des mots, et a enclenché, dans de nombreuses langues, un processus de déplacement vers l'avant et de fixation de cet accent. Là encore, logiquement, c'est en tchèque et en slovaque que le processus a le plus abouti, puisque l'accent tonique s'est fixé sur la première syllabe des mots. En polonais, le processus s'est arrêté à l'avant-dernière syllabe des mots, et c'est sur celle-ci que l'accent s'est fixé. Et en serbe et en croate, le processus n'a pas été jusqu'à remettre en question la mobilité de l'accent. En revanche, il a été suffisamment fort pour que la dernière syllabe ne puisse plus être accentuée dans les mots plurisyllabiques. Une chose encore, nous l'avons dit, la contraction a créé un nouveau type de voyelles, les voyelles longues. En tchèque et en slovaque, le phénomène de contraction a été si fort que la distinction entre voyelles longues et courtes reste actuelle aujourd'hui et s'est par la suite développée indépendamment de l'existence d'une séquence d'origine en voyelles-voyelles. Toutes les voyelles longues du tchèque et du slovaque ne sont donc pas des héritières de formes contractées. Dans les autres langues concernées par la contraction, si la distinction entre voyelles longues et courtes existe parfois encore, celle-ci est plutôt liée aux logiques d'accent tonique. Cela veut dire que les séquences contractées ne sont pas dans ces langues forcément longues. C'est le cas par exemple en slovène, en croate et en serbe. Et en polonais, les voyelles longues n'existent tout simplement pas, alors que la langue a elle aussi beaucoup contracté. Les séquences contractées sont donc devenues en polonais des voyelles courtes. Les conséquences de la contraction sont encore nombreuses, dans la mesure où l'on pourrait relier une énorme partie des évolutions ayant eu lieu dans chaque langue au bouleversement causé par ce phénomène. Mais nous allons nous arrêter ici. Petite précision bibliographique, cette vidéo s'appuie dans son intégralité sur un seul ouvrage, qui s'appelle Jazykové milenium de Jiří Mrvan, qui est un linguiste tchèque. Ce travail de plus de 350 pages, d'une grande qualité et complexité, est exclusivement consacré au phénomène de la contraction et à ses conséquences. Nous n'avons ici fait qu'effleurer l'étendue de ce qui est abordé dans ce livre, et c'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de le lire, si bien sûr vous comprenez le tchèque et aimez beaucoup la linguistique.
Si vous appréciez le fait que je vous résume des livres de 350 pages consacrés à la linguistique et à la slavistique, et qui sont écrits dans des langues que vous ne connaissez pas forcément, n'hésitez pas à me soutenir financièrement, car cela représente un travail énorme. Pour cela, vous pouvez m'aider sur ko-fi.com/rozrazum et contribuer avec une somme de votre choix. Sur ce, je vous dis bisous et à bientôt. Ah, je suis fatigué, moi.